Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Natania Sion, que vous avez peut-être connue grâce à ses années de télé-réalité, ou plutôt son année de télé-réalité, et qui est aujourd'hui créatrice de contenu. Le jour où Natania a commencé peu à peu à raconter son histoire, notamment avec la sortie de son livre L'enfant oublié aux éditions Hugo Doc, l'expression ne pas se fier aux apparences a pris tout son sens. Orpheline, Natania a été élevée par sa sœur, violente psychologiquement et dépressive. À 9 ans seulement, elle est laissée de longs mois seule dans un appartement. Elle sera placée en foyer quelque temps après, connaissant alors d'autres violences. Comment fait-on pour apprendre à s'aimer quand on n'a pas vraiment reçu d'amour tout court? Comment surtout se reconstruire? C'est la belle leçon de vie aujourd'hui de Natania que j'ai l'honneur d'enregistrer. Hello Natania. Salut, ta voix est tellement satisfaisante. Je te jure, c'est merveille. Je te jure, elle est hyper apaisante. Merci beaucoup de m'inviter, je suis très honorée. Est-ce que tu peux me raconter un peu ta cellule familiale, je dirais? Ok, alors à savoir que donc ma maman, elle est d'origine tunisienne, donc elle est née à Tunis. Elle est issue d'une grande famille, donc ils sont 12 à la maison, 9 frères et sœurs. Elles sont que 3 filles. Donc il y a beaucoup de présence masculine à la maison. Et ma maman, donc Sonia, de mon Instagram Natania Sonia, ma maman était, je sais pas parce que c'est ma maman, mais elle était très 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 belle. Elle était extrêmement belle. Elle rêvait, je pense, un peu de gloire. Elle adorait chanter Dalida, Céline Dion. Je pense qu'elle avait des grands rêves. Malheureusement, elle n'avait pas le milieu qui s'y prêtait. Et tu sais, c'est une famille un peu ce qu'on peut s'imaginer de la caricature de la famille juive, hyper oppressante, qui a un jugement tout le temps sur tout. Il faut l'autorisation des grands frères, etc. Tu vois, c'était vraiment à la l'époque, femme est soumise à l'homme. C'est ça. Et donc ma maman rencontre son premier mari. Elle a même pas 18 ans. Il a quasiment, je crois, 24 ans de plus qu'elle, quand même. Il avait plus qu'elle. Ouais. Il avait déjà un mariage, il avait déjà eu 2 enfants, quand elle rencontre Franco. Et puis ils finissent par se mettre ensemble, et puis c'est la vie rêvée, sauf que ça plaît pas trop aux frères de ma maman, parce que ce qu'on appelle un goy, un non-juif, ça ne plaît pas. Ma mère, elle est très très loin de tout ça, elle s'en fout, goy, pas goy, c'est le cadet de ses soucis, elle vit, quoi, elle est dans l'instant présent. Et donc ils finissent par se marier, ils vivent une très belle vie. La manière dont on m'a présenté cette famille, c'était un peu genre de la petite maison dans la prairie. Tout allait bien. Je te dis, mais comment ça peut être aussi bien et tourner aussitôt au drame? Et en fait, quand ma grande sœur a eu 9 ans, un jour, ma maman s'est disputée avec un de ses frères, et il lui a balancé en fait une tromperie qu'elle aurait subie de la part de son mari. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de désillusions en tant que femme, tu vois, de se dire, en fait, là, j'ai donné toute ma vie en tant que femme, j'ai donné mes meilleures années, j'ai donné ma beauté, j'ai donné mon temps, j'ai donné des enfants à un homme qui au final me trahit, alors que je me suis mis quand même ma famille à dos, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi énormément d'humiliation, certainement. Et son cerveau, il a vrillé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, mais c'est quand même très important de rappeler à quel point ça peut être très fragile. C'est très très fragile, puisque ma maman, elle a vraiment son cerveau, il a fait un 360 degrés. Ouais, elle est tombée malade. Elle est vraiment tombée malade, dépression, tentative de suicide, mutilation, automutilation, enfin bref, vraiment l'enfer. Donc elle a eu mon deuxième frère avec un autre papa qui a pas voulu de l'enfant. Les dépressions se sont enchaînées, et puis il y a eu moi. Bien longtemps après, parce que j'ai quand même beaucoup de différences avec mes frères et sœurs. Ma sœur, j'ai plusieurs papas différents, c'est ça. On a 3 papas différents. J'ai quand même 22 ans d'écart avec ma sœur, 17 ans d'écart avec mon grand frère, et à peu près 10 ans d'écart avec l'autre. Donc on est quand même assez éloignés. Et c'est une famille, en tout cas de ce qu'on me raconte, beaucoup de coups bas, beaucoup de vols, beaucoup de trahisons, tout ce qu'il faut pas dans une famille, quoi. C'est vraiment quand la famille devient un fardeau, tu vois. Et je pense que ma maman, je le comprends aujourd'hui à travers ma propre expérience à moi dans cette famille-là, et en tant que femme, de à quel point ça a dû être compliqué pour elle de se rendre compte qu'elle était seule, et que malgré qu'elle essaie de se remettre de chaque trahison, on lui remettait une couche à chaque fois. C'est intéressant de voir
ce qui s'est passé, ce qui s'est joué entre nos parents à l'âge adulte quand on a à peu près leur âge. Ouais, complètement. Parce que tu vois, comprends les choses différemment. T'as aussi parfois un peu de tendresse parce Bah que c'est moins noir ou blanc que Bien ça sûr. l'était enfant. Bien sûr. Et c'est un des trucs que je répéterai sans cesse, mais cette nuance de grise, c'est la représentation même du monde. Le monde est gris. Le monde n'est ni blanc ni noir. Il n'y a pas de méchants et de gentils. Tout est question d'équilibre. Et je pense que malheureusement, après, quand t'es aussi très sensible dans une famille dysfonctionnelle, c'est encore un autre handicap. C'est très compliqué. Et malheureusement, pas pour ma grossesse, en tout cas pour la grossesse que ma maman a eue avec moi, ça a été très compliqué par rapport aux autres grossesses. On était vraiment sur une grossesse à haut risque, médicaments, alcool. C'était vraiment pas fun. Donc toi, parce que c'est prouvé scientifiquement, un fœtus, lorsqu'il grandit dans le ventre de sa maman, ressent tout. Ouais. Il absorbe tout. Ouais. Tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai ce qu'on appelle une malformation rénale, une artère polaire inférieure gauche. Moi, je me suis beaucoup intéressée un peu, grâce à la sophrologie, un peu de quel est le lien entre le corps et les émotions. Et les reins sont directement liés à la peur. Intéressant. Et je me suis dit, peut-être qu'à ce moment-là, ma maman devait beaucoup ressentir ce sentiment-là de peur, je pense. Et donc elle a été hospitalisée enceinte de moi quand même. Donc elle a été en hôpital psychiatrique enceinte. Lorsqu'elle a accouché, ça a été très compliqué parce que moi je faisais que dormir vu que j'étais sous médicaments. Oh ma pauvre. Ouais. Donc je suis née un peu dépendante. Tu devais être un tout petit bébé. Un tout petit bébé qui dormait à longueur de journée. Mais c'est pas normal en fait. Non. Donc du coup forcément on a dû me gaver pour que je puisse au moins prendre un peu de poids. Et après ça je suis rentrée avec ma maman à la maison, et de ce qu'on m'a raconté, ça se passait pas très bien, dans le sens où elle était pas vraiment là. Tu te rends compte la chute d'hormones chez quelqu'un en plus. Ça doit être horrible. Ça a dû être horrible. Et au lieu que ma famille se approche, qu'il l'aide, qui se disent on va se succéder pour pouvoir prendre soin du bébé le temps que Sonia aille mieux. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, un jour elle était pas là, je crois que je pleurais, je sais plus trop pour quelle raison je pleurais. Et mon frère, alors qui était alors âgé de 11 ans à ce moment-là, il appelle notre grande sœur en se disant elle va venir nous aider tout simplement, calmer le bébé le temps que maman elle rentre. Et en fait elle a appelé les services sociaux. La vache. Elle a appelé les services sociaux. Je pense que ça a été un des plus gros coups durs que ma mère elle a dû subir quand même, parce qu'aujourd'hui je me mets dans cette situation et j'imagine mon enfant appeler les services sociaux pour mon enfant. Oh là là. J'avoue que ça doit être terrible. Et du coup, le juge des enfants a décidé pendant 6 mois en fait que ma maman soit en surveillance, donc elle devait aller voir une psy, etc. Et moi, j'étais chez ma sœur à ce moment-là pour une durée de 6 mois. Pendant les 6 mois, forcément, je devais voir ma maman régulièrement, sauf que les visites, elles n'ont pas du tout été respectées. Et on arrive à quelques jours avant Noël. Pareil, ma maman devait me voir. Ma sœur change de numéro de téléphone, dernière minute, ce qui fait péter un câble à ma mère, qui essaye d'appeler les greffiers en leur disant mais en fait je suis dans mon droit de visite. Sauf que forcément tu te doutes bien qu'un 21 décembre, 3 jours avant Noël, il y a déjà plus personne. Et elle a fini par sauter la vie toute seule dans son appartement le 21 décembre 2000. Et à la suite de ça, du coup le juge m'a tout simplement confié à ma sœur. J'ai même pas envie de te poser des questions là-dessus parce que je sens que c'est... T'inquiète. Donc tu es confiée à ta sœur. Ça m'émeut pour toi. Mais même ça, tu vois, c'est un truc que je comprends pas. Comment un juge des enfants peut se dire que de placer une enfant... Et il y avait aussi ce truc de on veut pas séparer les familles. Vous vous rendiez compte qu'en fait, parfois, il est nécessaire de séparer dans une famille. Moi, je sais que, en tout cas, à l'époque, j'avais 1 an et demi, j'aurais pu avoir la chance d'être adoptée à cet âge-là. Vache, ouais. Donc d'avoir une vie à peu près normale. Ouais, t'as raison. Donc c'est frustrant. C'est très frustrant. Ah oui, je comprends, et c'est légitime d'avoir de la colère, tu sais. Oui, ça l'est. Et d'ailleurs, c'est aussi le but de ton livre, c'est d'ouvrir les yeux, de faire changer le discours autour de ça et de dire, en fait, parce il que faut tu faire blâmes du cas par cas. Exactement, et tu blâmes même pas les personnes qui travaillent parce que
en non, l'occurrence... de toute façon, tu le vois même dans ma lettre aux institutions, c'est fait avec beaucoup d'humilité. Je Ouais, prétends ouais. pas du tout... je suis pas là pour prétendre avoir toutes les réponses aux questions et être une super-héros avec une cape qui va venir aider tous les enfants. Non. En revanche, je pense que j'ai beaucoup parlé avec les filles de mon foyer, dont quelques-unes dont je suis encore très proche. J'ai ma propre histoire qui fait que je sais que si on avait donné un tout petit peu plus de temps à mon histoire, et d'ailleurs c'est le plus déroutant et frustrant, c'est quand tu lis mon dossier d'ASE, donc d'aide sociale à l'enfance, et que j'y vois que justement à multiples reprises et pendant des années ils le disent, il serait nécessaire d'un placement, il faudrait un placement ou au moins une aide psychologique, et que à chaque fois ils nous ont fait des convocations et qu'ils voyaient que ma tutrice ne répondait à aucune convocation, et ça sur des années. C'est un signe. C'était alarmant et je ne comprends pas pourquoi il a fallu en arriver aussi loin. Et il y a un truc aussi qui m'interpelle dans ton histoire et qui me révolte aussi, c'est parce qu'en fait, t'étais trop bonne élève, trop douce, trop jolie, trop soignée, tu vois. Je porte pas les stéréotypes qu'on s'imagine. On t'a mis entre deux livres. C'est ça. En fait, je pense que si j'avais été un élément perturbateur, que je serais bagarreuse, peut-être que là il se serait alarmé, et je trouve ça dommage parce qu'au final ça n'aurait pas été moi, donc il aurait fallu que je rentre dans ce jeu d'agressivité, de douleur, que je devienne au final exactement comme mes bourreaux pour peut-être être sortie de ça. Donc c'est assez frustrant. C'est très frustrant comme situation. C'est intéressant comme aujourd'hui, à travers ton métier, tu fais porter ta voix. Tu te montres. Ouais. Tu vois, il y a cette volonté d'exister, complètement, mais qui est saine d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est ça fait tellement sens, et tu la mérites, cette exposition, et tu vois, tu mérites de prendre ta place, parce que j'ai l'impression que durant tout ton personne parcours... me l'a donné. Ouais. Non, personne me l'a donné, personne ne m'a jamais si on m'a déjà aidé, parce que bon, c'est quand même important même les petites aides restent quand même des aides, donc Bien sûr. si j'ai eu des petites aides, mais personne n'a cru en moi comme moi j'y ai cru. Tu vois. Et au contraire, les personnes qui auraient dû m'aider un petit peu, mes petits éducateurs ou mon représentant d'ASE, d'aide sociale à l'enfance, pareil, sont des gens, quand tu regardes mon dossier aujourd'hui et que je lis Nathania nous parle d'une volonté d'être influenceuse ou mannequin, entre parenthèses, risque de prostitution. Je me dis, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez de la prostitution dans le foyer, vous en faites rien. Vous protégez pas les jeunes qui se prostituent, alors que pour la plupart, elles se font massacrer par des mecs. Vous faites rien du tout. Rien. Et moi qui essaye de faire quelque chose, vous comparez ça à de la prostitution. Donc au final, oui, c'est vrai que c'est une belle revanche de dire, au final, j'avais raison. Vous avez vu, j'ai pas lâché, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. C'est clair. Ouais, même au-dessus, même. J'ai même fait au-dessus, ouais. Donc c'est très très cool. Et puis il y a quelque chose d'autre qui me semble lunaire et dont tu parles même pas, parce qu'il y a trop de choses à dire là dans tout ce que tu racontes, c'est tous ces moments de petite fille où tu te dois d'être adulte. À 5 ans, lorsqu'on te voit aller chercher des médicaments pour ta sœur, et on va en parler ensuite à la pharmacie, une petite de 5 ans qui va chercher des médicaments solo dans une pharmacie avec une ordonnance. C'est lunaire. Ouais. Qui va faire les courses solo. Ouais. Une petite de 9 ans qui vit toute seule dans un appartement. C'est pour ça que, alors j'en veux, c'est un grand mot, j'en veux au silence de l'homme en général, mais tout le monde savait. Tout le monde savait, c'est tout bête, mais j'ai même été placée, enfin j'ai vraiment bougé un peu, j'ai beaucoup bougé. Est-ce que tu peux me raconter du coup, ouais. Tu es chez ta sœur ensuite? Donc on va dire de mes 1 an jusqu'à, c'est un premier lieu, on va dire mes 9 ans, je suis chez ma sœur, qui a tendance à quand même beaucoup sortir. Après, j'ai quand même la chance de beaucoup voyager. Elle m'a quand même fait beaucoup voyager, ma sœur, donc ça a été une grande chance. Mais à la fois, oui, non. Parce que dans mes voyages, par exemple, là, on s'imagine un voyage avec ce qui est censé être comme ma maman, tu vois. On s'imagine, en tout cas, c'est comme ça que je visualise ma future vie de mère. Au moins passer du temps avec mes enfants à la piscine, m'amuser, enfin un truc normal.
Je vais te raconter une petite anecdote toute simple, mais je crois que j'ai peut-être 7 ans. Ouais, 7 ans. On part en Thaïlande, donc là où habite son papa, qui est parti au décès de notre maman, et donc il s'est barré direct en Thaïlande. Donc on va en Thaïlande chaque été. Cet été-là, on va en Thaïlande, etc. On est toutes les deux. À l'époque, enfin, c'est ce qu'on appelle des condos en Thaïlande. C'est comme des appartements hôtels. Donc il y a notre père, enfin son père qui est au 21e étage et nous au 14e. Okay. On rentre d'une soirée, enfin on est parti manger avec ma sœur et tout, et en fait on rentre, on va pour se mettre au lit, et elle me dit écoute, je sors ce soir, mais pas de souci, peu de t'angoisse pas, tu restes dans l'endroit, dans la chambre, et je serai rentrée ce soir ou demain ou plus tard. Et moi déjà j'étais très angoissée d'être seule parce que j'ai passé beaucoup de nuits seule, donc ça a été très compliqué, et j'ai beaucoup de mal à dormir ce soir-là, et en fait le lendemain matin elle n'est pas là. Et j'attends. Et je vois 11h. La terreur d'une petite midi, fille. 13h, 14h, 15h. Et elle ne rentre pas. Je suis toute seule, j'ai 7 ans, dans une chambre d'hôtel. Je suis terrorisée. Je me dis que ma sœur, elle a été enlevée, qu'elle a été tuée. J'imagine vraiment le pire. Jusqu'au moment où je me dis, bon là, il faut que je mange, surtout. J'ai faim. J'ai faim, j'ai rien. Bah écoute, je ferme la porte, mais le problème c'est que j'ai pas les clés, donc je peux même pas rentrer, donc je vais directement chez mon père. Et en fait, je n'ai eu des nouvelles d'elle que 3 jours plus tard. Ouais. Et elle s'est fâchée au téléphone en me disant écoute, je fais ce que je veux, je suis pas ta mère, tu vas pas non plus me voler toute ma jeunesse, et voilà. Et en fait, elle était partie, elle a rencontré un mec, et ils se sont dit viens, on part sur une île et faire la fête, voilà. Donc c'est une anecdote comme ça, mais je peux t'en raconter des dizaines et des dizaines, tu vois. Bien sûr. Ça devient trop vite à l'esprit pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Ouais. Ouais. Donc et j'en ai beaucoup comme ça, des pareil, genre, je suis partie en Égypte, donc elle m'a emmenée en Égypte et tout, donc d'un point de vue extérieur, les profs doivent se dire ah trop bien, elle rentre, elle est toute bronzée, elle est en vacances. J'arrive en Égypte, je crois j'ai 13 ans. J'ai 13 ans, ma sœur elle veut faire la bringue, donc elle fait venir une copine à moi, et en fait on est juste toutes les deux livrées à nous-mêmes en Égypte. C'est-à-dire qu'on sort le soir, on rentre à 4h du matin et tout quoi. À 13 ans, dans un pays qu'on connaît pas. Putain. Et c'est normal. Tu vois, genre moi ma sœur elle mettait pas l'écran solaire à 50, tu vois, c'était mets-toi de la bière sur le corps pour être encore plus bronzé. Donc il y a vraiment ce truc aussi de l'hypersexualisation, en fait de ne pas te considérer comme une enfant. On ne te protège pas comme une enfant. On ne te protège pas tout court. Du tout. En fait, le seul moment où t'es une enfant, c'est quand tu dois fermer ta bouche et obéir. Et t'as juste ce cas de figure là où en fait tu te sens enfant parce que tu dois juste subir l'autorité d'un adulte. Mais même pas dans le cadre de te protéger, c'est juste comme ça. Oui, non, mais t'as pas d'enfance, tout Non, court. du tout. Donc très tôt, ma soeur elle a commencé à travailler à l'étranger. Donc là, pareil, ça a été très compliqué. Au début, elle m'a pris plusieurs nounous. Donc j'avais une nounou une fois qui m'avait tapé avec l'aspirateur. Donc du coup, on a changé de nounou. Ensuite, on a pris une autre nounou, mais qui vivait à la maison. Donc au final, tu sais même plus qui est ta famille, qui ne l'est pas. Moi, ma sœur, je pouvais ne plus la voir pendant 3, 4, 6 mois. Elle m'appelle que très rarement. Un truc tout bête, elle n'a jamais rencontré mes professeurs. Jamais. Elle n'a jamais franchi le cap de rentrer dans mon lycée. Et ce qui est lunaire, c'est que toi, tu restes une bonne élève. Oui. Avec tout ça. Ouais. Je suis très assidue. Parce que j'ai ce truc-là de surtout pas déranger. Oui. De surtout pas, tu sais, moi, ma sœur, et ça a été le problème quand j'ai été victime plus tard de violence, qui fait que j'en ai pas parlé, c'est que il n'y avait pas de place pour moi. Admettons un exemple tout bête qui m'a fait penser ça très jeune, mais si un jour je posais des questions sur ma mère, c'était mais il y a pas de maman, c'est moi ta mère. Tu sais, elle avait évincé, éradiqué ma mère de comme si elle n'avait jamais existé quoi. Et pour moi ça a été terrible. Ma douleur n'existait pas, n'a jamais existé. Oui, il y a pas de. Si je pleurais avant qu'elle parte en voyage, c'était des cris pas possibles de mais tu me fais culpabiliser de gagner de l'argent alors qu'après t'es contente de partir en vacances et patati et patata. Mais à choisir, j'aurais préféré ne jamais partir en vacances mais ne pas être seule tout le reste de l'année. Bien sûr. Donc c'est vraiment cette culpabilisation qui fait que t'en arrives en fait à te faire la plus petite possible, à être la plus parfaite possible. Tu vois, dès que ma sœur a commencé un peu à péter un câble, mais genre vraiment depuis plus petite, je me rappelle que je faisais la taille du tabouret, donc j'étais vraiment petite. Et j'étais là et j'astiquais toute la maison, je préparais son petit café et tout pour qu'elle soit. Et là, elle était super contente, tu vois.
aujourd'hui, j'ai 26 ans. Si demain ma petite puce, si j'avais une enfant et que ma petite puce de 7-8 ans, parce qu'elle a peur que je sois en colère, elle se mettait à ranger à la maison, je me posais des énormes questions sur moi, Mmh. tu vois? Tu parles, un petit peu à l'école? Est-ce que t'as des copines? Comment ça se passe? Alors, en primaire, j'ai beaucoup de copines et je vais très souvent d'ailleurs vivre, oui, en vrai, puisque ça pouvait rester un petit moment. Je pouvais rester très longtemps chez mes copines et en fait, à un moment donné, mes copines, elles avaient peur parce que les mamans, souvent, elles voulaient m'adopter. Et du coup, mes copines, ça leur plaisait pas trop. Et donc, quand je suis arrivée au collège, j'ai voulu prendre le postulat de la meuf forte, détachée. Je suis au Le collège, collège, quoi. Ouais, je suis au collège, je suis une grande, j'ai besoin de bien sûr. personne. Donc j'en parlais très peu, mais quand je reparle avec des copains d'école ou des copines d'école, ils me disent on est désolé parce qu'on se moquait souvent de toi parce que t'étais dans la lune. On n'avait pas conscience en fait que t'étais en train de penser à tous tes problèmes, à tout ce que tu vivais, etc. Donc je me dis si des enfants l'ont vu, Mmh. les professeurs, les surveillants aussi, tu vois. C'est juste que je leur posais pas de problème, donc ils Donc s'en t'étais fichaient. vachement dans ton monde? Ouais, OK. vachement dans mon monde. J'aimais pas trop parler de ce qui n'allait pas. Mais t'avais pas le droit de développer ta personnalité tout court? Non. Donc Je tout n'avais était à l'intérieur de je ne savais toi? pas qui j'étais. Mais c'est J'étais ce la que je me dis, continuité ouais. de ma sœur, c'est tout. Est-ce que tu sais que vraiment, je te jure que toutes mes journées dépendaient de: «OK, est-ce que ce matin, il est de bonne humeur?» Et c'est ça où tu comprends l'emprise. Mmh. C'est quand tu viens te dire: «Putain, mes journées dépendent de l'humeur de quelqu'un». Et est-ce que tu arrives aujourd'hui à te détacher de ça ou alors est-ce que tu as encore Non, j'ai ces fait de l'hypnose. réflexes? J'ai pratiqué, Génial. ouais, j'ai fait de l'hypnose, de l'EMDR et Le tout. MDR, Ouais, c'est parce que c'était obligatoire dans le sens où même si je me suis détachée, de ma famille, il suffisait que je reçoive un appel ou un truc et ça me mettait quand même mmh. très mal. Là, bon, c'est une petite victoire, mais je suis très contente de la raconter parce que je l'ai appelée ma psy pour lui dire. Mais j'ai recroisé ma sœur il y a quelques semaines. Waouh! Ouais, ça faisait très longtemps et j'ai pas réagi. Waouh! Je Je n'ai peux pas être réagi. fière de toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et ça je sais que ça peut paraître peut-être bête pour les Non, gens, non, mais non, c'est pas bête. mais pour moi, c'est, une énorme victoire de n'avoir, absolument pas réagi, mais même, tu vois, elle a voulu me serrer la main et j'ai réussi à mettre cette barrière de: «Je ne te touche pas, je ne veux pas de contact avec toi Ouais, ouais. et ce que tu me dis ne m'atteint pas, je ne suis pas énervée». Alors bien sûr, le soir même, j'y ai pensé quand même, ça m'a trotté dans la tête. Le lendemain, ma journée suivait son cours comme si de rien n'était, Dingue! tu vois? Grâce à l'hypnose. Grâce à l'hypnose, ouais. OK, c'est intéressant, c'est une C'est piste archi intéressant. thérapeutique, Oui, franchement, à pour se noter. détacher de l'emprise, en fait, ça te permet vraiment de voir la situation, avec énormément de recul. Mmh mh. Comme si tu étais un peu spectatrice du Mmh. truc et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Bon après, moi, l'hypnose de base, c'est très important de communiquer d'ailleurs avec les professionnels de santé comme ça. Moi, à un moment donné, elle a voulu me faire passer par la phase de pardon et cetera. Moi, je lui ai dit direct: «Je t'arrête, je pardonne personne». Voilà, comme ça, Mmh. c'est très clair. Moi, le pardon de: «Non, mais on pardonne pas pour l'autre, on se pardonne pour soi et tout». J'ai dit: «Non, mais moi, j'ai pas besoin de Moi, ça». ça marche pas chez moi non plus. Voilà, moi je sais que j'ai pas besoin de ça, je veux pas pardonner qui que ce soit, il y Mmh aura mh. pas pardon et c'est parce qu'il y a pas de pardon que j'en suis là aujourd'hui aussi, tu vois? Mmh. Donc je ne les pardonne pas, je ne leur en veux en vrai pas, dans le sens où je suis indifférente. C'est ça la nuance pour moi. Mmh. C'est être capable de se détacher, Ouais, donc de ne plus ressentir l'impact de ce qu'il provoque chez toi. exactement. Mais je suis pas certaine que certaines personnes, méritent, le pardon. Non, non et je pense pas que le pardon, pour soi est nécessaire. Dans le sens où je trouve que c'est donner une part de responsabilité à la victime, tu vois? Mmh. Non, mais pardonne à ton agresseur pour te pardonner Et tu toi-même. culpabilises vachement d'ailleurs quand tu arrives pas Bah à ouais. lâcher ce truc-là, tu vois? Bah ouais, moi j'ai énormément culpabilisé. C'est pour ça que et un jour, je suis tombée sur une très bonne thérapeute qui m'a dit, «Il y a autant de thérapies différentes qu'il y a d'êtres humains. Mmh. Ce qui va marcher pour, peut-être 95% des gens, peut-être que ça marchera pas pour toi et il Mmh. faut que tu me le dises». Et quand on a commencé à parler du pardon, de soi, j'ai dit: «Mais en fait, moi, je t'explique, j'ai rien à me pardonner. Si j'en suis là aujourd'hui et si je suis debout, c'est parce que je suis extrêmement fière de toutes les décisions que j'ai prises, heu et je ne pardonnerai personne». Ça, c'est déjà un gros travail sur soi. Parce Ouais, que la culpabilité c'est très dur. À porter, c'est dur. Ouais. Mais après, moi, on m'a collé ouais. une culpabilité que je n'avais pas, notamment la mort de ma maman, tu vois?
Mais j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, on va pas aller là-dedans. C'était à toutes les sauces. Mais Toutes les sauces. c'est presque cruel comme timing. C'est Ouais. malgré Non, mais toi, mais c'est cruel. C'était terrible. Genre, j'ai encore en tête des vocaux de mon grand frère, hein, qui est quand même un homme qui est censé être un papa et tout, et qui me balance des trucs, mais ma mère, elle t'aime pas, c'est toi qui l'as tuée, elle voudrait que tu crèves avec elle, des trucs, mais horribles, horribles. Et forcément, t'as beau savoir que tu y es pour rien, si tous les jours je te répète, tu l'as tué, tu l'as tué, tu l'as tué, t'en arrives à un stade où forcément à un moment donné t'y crois. Bien sûr. Et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que au final je me suis dit mais c'est vrai, pourquoi pour mes frères et sœurs elle s'en sort, pourquoi elle arrive à être une bonne maman, pourquoi pour moi non, pourquoi elle s'est suicidée, pourquoi. C'est intéressant comme quand de l'extérieur on se dit toujours que ailleurs c'est mieux, pour elle était une bonne maman, mais tu sais très bien en fait au fond de toi que la réalité est très différente. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est comme les couples qu'on regarde sur Instagram en disant ça là. Alors que si vous saviez qu'en fait l'envers du décor ça doit être un enfer. Vraiment. On a de la chance d'avoir des métiers où les potins sont très présents. On ne balance pas. On ne balancera pas. Mais on adore les potins. Oui. C'est très vrai. Donc tu es à l'école, tu essayes de filer droit parce que finalement t'as pas d'autre choix en fait. Non, j'ai pas d'autre choix et puis j'adore moi le milieu scolaire. Ça me ramène une autorité que je comprends parce que moi ma sœur est très autoritaire sur des trucs que je comprends pas. Un exemple, j'ai jamais pu inviter des copines à la maison, jamais. J'ai jamais compris pourquoi. Bon, aujourd'hui je comprends que forcément vu qu'elle se droguait, ça aurait pas été forcément très fun devant des enfants. Mais à l'époque je comprenais pas, il y avait vraiment ce truc d'autorité mais tout le temps mais pour rien. Alors qu'à l'école je comprenais cette autorité et elle me faisait du bien carrément donc quoi, et puis c'était mon exutoire de la maison, bien sûr. Donc juste tu sortais, je sortais, tu vois, ça me faisait énormément de bien. Et puis après les merdes ont continué, hein, parce je peux même pas dire recommencer parce qu'elles ont fait que continuer. Ma sœur a fait une nouvelle très grosse dépression parce que un de nos frères lui a volé une grosse somme d'argent. Je pense que cette maladie mentale de ta maman dont tu parlais. Ouais. Oui, complètement. Et le problème, c'est que comme ma maman a fait des choses dans l'extrême, ma sœur, elle a grandi dans ça, et donc son seuil de tolérance à elle est complètement biaisé, à elle aussi. Donc, elle estime que vu qu'elle ne s'entaille pas devant moi, ça passe. Oh la vache. Tu vois, son seuil est tellement hard. Ouais, elle a plus la notion du bien et du mal. C'est ça. Du tout. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans toute ma famille, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un truc qui m'avait été beaucoup reproché et que dont j'ai beaucoup parlé en thérapie. Ma famille me reprochait tout le temps, ouais, mais toi, t'as pas connu maman, toi, t'as pas connu maman, toi, t'as pas connu maman. Et je pense que ça a été une chance pour moi, en vrai. Parce que, au final, eux, ils ont baigné dans tellement de traumatismes transgénérationnels encore et encore et encore, que moi, je me suis échappée au moins une de celles-ci. Moi, du coup, j'ai récolté la leur. Sauf que j'ai été depuis petite, je suis très différente de ma famille. Je le sens vraiment. D'ailleurs, c'était vraiment la vanne de t'as été adoptée, parce que je n'ai rien à voir. Ouais, dans les parcours. Dans tout, genre depuis petite, moi, j'adore la lecture, j'adore l'écriture. J'écrivais des poèmes à foison. Enfin, on était très très opposés. On n'avait vraiment rien à voir sur nos lubies. Et du coup, donc je suis avec ma sœur comme ça à l'école et tout, et puis au final un matin, donc je crois que c'était premier jour de vacances, il faisait super beau, j'étais trop contente et tout, et je me dis trop bien, un parc en bas de la maison, je vais me balader au parc, je mets mes petites chaussures, je me balade et tout, et là il y a une nouvelle crise, mais je sais même plus est-ce que c'était je sais plus pourquoi, peut-être un truc que j'ai pas lavé, c'est tellement ton quotidien que ça résonne plus, ça ne résonne plus parce que ça devait être encore un parmi tant d'autres. Et finalité, elle pète un câble. Elle refait une crise de nerfs. Ce que j'appelle les crises de nerfs. Donc, c'est des cris énormes qui peuvent aller jusqu'à vouloir sauter par la fenêtre et tout, hein. C'est hard. Et puis, dans la crise, elle me dit, écoute, j'y arrive plus, je peux plus, dégage. Et moi, je suis là en mode, je dégage du coup, mais je vais au parc et je rentre. Ah non, tu prends tes affaires. J'ai 13 ans à ce moment-là, quand même. J'ai 13 ans. 13 ans et demi, et en l'espace de même pas une heure, vraiment peut-être 45 minutes, j'ai des affaires. Elle m'a mis dans un taxi, je me rappellerai comme si c'était hier, et elle m'a envoyé chez notre frère à qui on parle pas,
que je connais pas. Et qu'elle critiquait en permanence en disant c'est le diable, c'est le Ouais. diable. Donc toi, tu vas chez le diable. Et donc, je comprends pas pourquoi. Tu vois, je suis vraiment en mode, mais je pleure dans le taxi en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait qui mérite ça, tu vois? Et donc, au début, je rencontre mon frère, je me dis trop bien, ça va être peut-être un nouveau départ. Au final, j'apprends aussi à le connaître parce que je le connais. À ce moment-là, je crois que je l'ai peut-être vu 10 fois dans ma vie, tu vois? Ça doit être terrifiant d'être chez un homme qu'on connaît pas quand on a Bah ouais. 13 ans et qu'on est une jeune fille. Ah oui, c'était tout ce que je ne voulais pas. Et en fait, petit à petit, je comprends, je vois, je tombe sur les premières violences, tout qui fracasse sa compagne à l'époque. Je comprends, j'apprends aussi qu'il a fracassé toutes ses autres compagnes. Il y en a une aussi qui m'avait montré, mais un jour apparemment il était tellement énervé qu'il a lancé une prise tellement fort qu'elle a encore les 2 points de la prise dans le bras. Donc il a été condamné pour violence conjugale. Et donc la semaine, c'est un homme d'affaires qui tient son magasin, très filou, très manipulateur. Il a vraiment physiquement, il a la tête des méchants dans les films, tu vois. Et donc la semaine, il bosse et tout. On apprend à se connaître. J'apprécie certains moments. Je me dis cool, j'ai un grand frère. Il y a presque une stabilité à travers le fait qu'il ait quand même un magasin, des Ouais, horaires. exactement. Et qu'il est là. Au moins, il est là. Il Je est sais là. où le trouver, tu vois. Et puis franchement, je suis reconnaissante parce que je me dis il essaye de m'offrir une stabilité, il me prend un appartement pour nous, il me fait une belle chambre, trop mignon et tout. T'essaies de fermer les yeux sur les violences. Ouais, en fait je me dis j'ai pas le choix. En fait je quitte la peste pour le choléra, tu vois. Et en fait très vite je me rends compte que ça va pas être comme ça. Que le week-end, surtout le week-end, c'est un très grand flambeur. Il aime beaucoup les soirées. Il aime beaucoup les excès dans tout. Dans le côté sexuel, la drogue. C'est vraiment quelqu'un de extrêmement excessif. Donc je vis à ce moment-là, en plus je suis complètement déscolarisée, j'ai plus d'école. Mon quotidien, c'est vraiment m'occuper de la maison. Je suis vraiment une petite femme de maison. Mais à 13 ans et demi, c'est pas légal d'être déscolarisée. Ouais. Il y a des papiers qui arrivent chez toi, il y a des gens qui viennent. Non. Donc il y a rien. Rien ne se passe. Ok. Rien ne se passe. Mon frère veut juste récupérer ma tutelle pour me remettre à l'école, justement, pour pouvoir me réinscrire dans une école. Principalement, je pense que c'était surtout pour avoir accès à mon compte en banque où il y avait que 300 € qui les a vidés. Putain. Qu'il en avait pas du tout besoin, en plus, financièrement. Il récupère ma tutelle, je ne passe devant aucun juge. Personne ne m'entend, alors que pourtant, en France, légalement, on doit être entendu à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Ok. J'ai quand même 13 ans et demi, 14 ans. Personne ne m'écoute, personne ne m'entend. Et si on t'avait vu, peut-être que, encore une fois. Donc il récupère ma tutelle, j'étais même au courant. C'est un jour, il me dit, mais en fait, je suis ton tuteur. Donc je me dis, ok, j'ai aucune nouvelle de ma grande sœur quand même. Oh là là. Qui m'envoie mais la totalité de mes affaires jusqu'à mes enfants, mes affaires de petite fille. Comme si je n'existais plus, c'est ce quoi. Que j'allais dire, c'est un deuil. C'est d'une brutalité quand je suis rentrée ce jour-là et que j'ai vu la totalité de mes affaires. C'est comme si comme un animal qu'on rend à l'asperge, quoi. Puis elle t'a envoyé un message qui sonnait la fin de l'histoire. Ah oui, pas c'était un hein. petit parfum. Elle a écrit sur un petit parfum je ne t'oublierai jamais. Je t'aime, tata. J'étais en mode quel drôle d'amour. Je me rappelle ce parfum, je peux plus me le blairer. Alors je t'explique, je peux même pas passer devant quelqu'un qui le sent tellement ça me tonne. C'est très dur. Et donc à ce moment-là, je me sens complètement abandonnée. Donc en fait, je n'ai pas d'autre choix que de filer droit parce que sinon je suis à la rue, concrètement. Et dans ce contexte-là, mon frère il fait la goutte de trop. Hein. De toute façon, c'est à partir de pire en pire en pire en pire, jusqu'au moment où il est condamné pour viol sur mineur. Pardon. On va pas là-dedans, si tu veux. C'est gentil. Une histoire en plus dans laquelle je suis témoin. Et donc à ce moment-là, je suis convoquée à la brigade des mineurs et j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. J'ai le choix de dire le mensonge que mon frère il me dit de dire. Oh là là. Ou de dire la vérité. Je prends la décision de dire la vérité. Ouah, je suis fière de toi. Merci beaucoup. Je prends la décision de dire la vérité parce que je me dis si ça m'était arrivé, j'aurais aimé que
qu'on dise la vérité. T'as vu la battante que tu es? C'est pour ça T'as que, vu? en fait, c'est pour ça que je me suis jamais laissée écraser et que lorsque je suis sortie plus tard sur des anges, ça faisait sens pour moi de dire toute la vérité parce que je me suis dit, mais attends, c'est clair. Je l'ai fait au sein de ma propre famille. Oui, puis t'es déjà passé par tellement qu'il y a un moment... Pourquoi je devrais pas dénoncer aussi les abus dans ce milieu-là, tu vois? Donc ça a été, on en revient vraiment à ce même truc de la ligne de conduite. Tu vois, quand être une personne droite du début à la fin et ne pas déroger à cette règle. Mais moi, il y a un truc qui me bluffe, c'est les valeurs ancrées que tu as dans une famille où on t'a jamais appris non seulement comment aimer, parce qu'on peut mal aimer quand on nous a pas appris. Ils s'aiment que mal. Enfin, ils s'aiment même pas, mais... La différence entre le bien et le mal, ça n'existe plus. Il y a que des arnaques, des mensonges. Du vol, la violence. C'est lunaire à quel point toi, tu es un tuteur droit et je comprends vraiment quand tu dis, mais je me sens totalement différente des autres. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. C'est une vraie valeur de Par dire, contre, ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que je l'ai acquéri encore plus avec le temps quand je me suis intéressée à la foi. J'ai toujours été très spirituelle aussi. Je suis très sensible aux animaux. Après, je suis une hypersensible, donc ça, j'ai été décelée il y a pas très longtemps, mais je l'ai toujours été petite, donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que, peut-être. Oui, parce qu'il y a une importance accordée à l'injustice beaucoup plus forte. Énorme. Et puis je fais attention à tout, et c'était vraiment ce truc-là de aider l'autre est prioritaire pour moi. Le fait que tout le monde se sente bien avant moi, tu vois. Genre, je faisais toujours... C'est logique. Ouais, je faisais toujours tout pour que tout aille bien, sauf moi. Je me mettais en dernier plan de ma vie, tout le temps. Et ça a duré très longtemps. On en parlera en ouverture. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer la balance de ouf. Donc, tu dis la vérité. Ouais, donc la vérité, franchement, ça a été très très mal pris dans ma famille. J'ai été choquée de voir que tout le monde savait ce qu'il avait fait. Tout le monde n'avait pas de doute sur le fait qu'il l'avait fait. En revanche, il partait du principe que parce que c'est de la famille, on protège. Moi, je dis excuse-moi, tu violes des gamines de 14 et 13 ans, je ne te protège pas. Et qui t'a protégé toi en fait? Parce que tu étais de la famille. Donc il y a un moment, allez vous faire foutre. C'est ça. Ah ouais, c'était vraiment ça. Et donc je retourne chez ma sœur. Donc elle récupère ma tutelle. Pareil, je ne comprends pas comment un juge vient de se dire, mais attends, la petite, elle a quand même été jetée. Mais ballottée, mais oui. Comme une malpropre. Elle vient de vivre ça. Ma sœur ne m'a jamais emmené voir un psy après ce qui s'est passé parce que elle estimait que c'était un non-lieu. Quand je l'ai appelée pour lui annoncer que mon frère était en prison, elle m'a dit, bon, bah, t'as vu que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Oh, putain. C'est terrible. Mais elle avait besoin d'avoir raison, tu te rends compte? Tout le temps. Son seul besoin, c'est de haha, tu vois. Tout le temps. Ça, c'est classique de chez ma sœur. Ouais. Vraiment. Elle a ce truc-là de, mais combien de fois je l'ai entendu dire, je suis la personne qui souffre le plus au monde. Mais, ah bah, classique. Mais en étant sûre de ce qu'elle raconte. Et je lui dis, mais on est quand même énormément d'êtres humains, 1 milliard d'êtres humains. Il y a des femmes qui vivent des choses absolument inhumaines dans le monde, quand même. Ah non, mais à côté de ce que j'ai vécu, c'est rien. Ce que je trouve dingue, c'est que c'est toujours les gens qui disent ça, qui font le plus de mal et qui détruisent le plus. Ouais. C'est et en fait, je pense qu'on perd énormément de temps à essayer de comprendre pourquoi. Ouais, t'as raison. De ouf. Moi, c'est un truc que je suis encore en train d'apprendre. C'est pas un truc que j'ai acquis. Mais attends, t'as que 26 ans. Ouais. C'est logique que t'aies une grande maturité parce que t'as commencé ton âge adulte à l'âge de 9 ans. Je te jure. Donc, vraiment. Donc oui, tu vois, mais t'as que 26 ans, tu vois. Ouais. Laisse-toi du temps. Savoir ça, j'ai découvrir. Ouais, j'ai encore du mal à être patiente avec moi-même. Je suis très... Mais c'est normal. Mais ouais, je pense que c'est important d'acter qu'il y a des trucs que tu peux pas comprendre. Et ça, pour moi, c'est très frustrant, hein. Très dur. Et je pense que pour la taureau qui est en toi, ça doit être aussi très, ça doit être aussi très compliqué à accepter. Insupportable, je pose 10 000 questions. Moi, j'ai besoin de tout comprendre, tout savoir. C'est ce que mon chéri dit tout le temps, mais il dit, t'as une quête de la vérité, c'est infernal. Tu veux tout le temps avoir la vérité. Genre, le gars, il est fatigué. Ah, il est fatigué. Je pense que le mec, il était anti-thérapie. Il va finir en thérapie à cause de moi, le pauvre. Non, mais c'est bien. Les hommes en thérapie, je dois vraiment faire un t-shirt. Au moment, il est en train d'acquérir une intelligence émotionnelle que de base il n'avait pas et qui sont pas qui est pas de base le truc hyper inné chez les hommes. Et donc c'est comme ça que je retourne chez ma sœur. Je suis très en colère. Et
Et je puis suis très en colère, traumatisée je aussi. suis traumatisée, j'ai beaucoup plus de violence en moi. Et puis, il y a un vrai fossé qui se crée entre ma sœur et moi à ce moment-là. Et en fait, ce qui est très dur pour moi, c'est que elle repart instantanément. Elle repart instantanément là où moi j'ai jamais eu autant besoin d'elle dans ma vie. Et pas longtemps après, en fait, je tombe malade. Donc j'ai mes reins qui me dit bon bah là ça va pas. Donc j'ai 14 ans, j'enchaîne tout ça avec maintenant des problèmes de santé. Donc je suis hospitalisée, bien 2 semaines entières, opération et tout. Et puis hospitalisée solo. Ouais. Donc ça a été très dur. Les médecins, pareil, ma sœur qui veut toujours avoir le dernier mot, donc elle va contre l'avis d'un médecin. Aujourd'hui, j'en paye le prix fort, encore aujourd'hui, 10 ans plus tard. Pareil, il lui avait dit il faut absolument la reposer après l'opération et tout. Elle a pas écouté. Finalité, on s'est retrouvés dans un avion, direction Dubaï, à 45 degrés, avec une sonde. Donc j'avais littéralement un tuyau dans mon corps. Donc j'ai perdu beaucoup de sang. En fait, c'est comme si j'avais mes règles en continu pendant 3 mois. Oh là là. Voilà. Donc forcément les ongles qui se dédoublent, perte de cheveux, teint grisonnant, faible, vertige en permanence. Et puis en fait le concept de cette sonde, c'est vraiment d'avoir l'urètre ouverte. Donc t'as envie d'uriner H24. Mais attends, moi j'ai une sonde après ma dernière opération, mais on me l'a enlevée à la fin de l'hospitalisation. Ah, c'était une sonde urinaire? Oui, toi ouais, c'était... moi c'était une sonde de double J. En fait, j'ai dit n'importe quoi là. Non, t'inquiète. J'ai eu aussi la sonde urinaire après l'opération. En fait, c'est une sonde comme de cintre de chaque côté. Ok. Avec le côté cintre qui vient s'accrocher à mon rein et l'autre à ma vessie et qui permet en fait d'ouvrir ce qu'on appelle la vessie. Enfin je sais plus comment c'est le nom de l'urètre, pardon. L'urètre, bien sûr. Donc, qui sert à ouvrir l'urètre afin que les calculs néphrétiques, parce que je souffrais de calculs à cause de la malformation, puissent s'évacuer normalement. Non mais attends, mais tu parles même pas des calculs alors que c'est une des douleurs les plus effroyables au monde. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Et j'ai eu ça à 14 ans. Il a fallu quand même 3 jours pour que ma sœur daigne m'emmener aux urgences. Sachant que j'ai crié vraiment la douleur. C'était le médecin, donc elle a d'abord voulu appeler un SOS médecin, qui lui a dit je ne prends même pas le risque de la toucher tellement elle a mal. Donc j'ai pas compris. Et c'est toutes ces choses-là que tu banalises en tant qu'enfant et que adulte tu dis mais mon Dieu. C'est de la maltraitance. C'est vraiment de la maltraitance et banalisé, accepté dans le plus grand des calmes alors que c'est d'une violence sans nom. Puis tu sais, sur le coup, t'es trop faible en fait pour analyser les choses. Tu peux pas, ton cerveau ne peut pas avoir le recul nécessaire. T'es en plein dans la douleur. C'est ça. Et puis il y a aussi le bon. Tu vois, parce que c'est ce qu'on oublie, c'est que en général, quand quelqu'un il a de l'emprise sur toi, c'est aussi parce qu'il y a du bon. Donc moi, je me disais, tu sais, on a cette diabolisation un peu du méchant, de se dire quelqu'un qui est méchant, il est méchant 100% du temps. C'est un monstre qui pue, qui est horrible tout le temps et tout. Tu dis pas que quelqu'un qui est méchant, c'est aussi quelqu'un qui sait être très doux. Et c'est là le piège. Et enfant, on te l'explique pas. Et tu vois, genre moi, je me dis ok, elle me fait ça, mais à côté, elle me fait plein de papouilles dans les cheveux. Tu vois, c'est cette balance-là qui est très compliquée pour un enfant de déceler et de se rendre compte de la gravité de ce qu'il est en train de subir, tu vois. Et puis on revient à cette notion de culpabilisation, mais moi je culpabiliserais de me dire cette personne est mauvaise quand 2 secondes avant elle a eu des gestes de tendresse. C'est ça. Donc tu dis que c'est ta faute. Donc pareil, j'ai appris à dédramatiser beaucoup ma douleur physique, ce qui est aujourd'hui une séquelle dans ma vie, dans le sens où j'ai une très très haute tolérance à la douleur physique. Donc parfois en fait j'ai donné un exemple de l'année dernière, j'ai eu mal à la poitrine pendant un petit moment. J'avais vraiment une douleur persistante et j'ai une très bonne amie à moi qui a eu des gros problèmes de cœur et donc vient un moment donné où je lui dis je sais pas pourquoi j'ai ça et ça et ça et ça et elle me dit ok attends 2 secondes, viens appelle-moi mon cardiologue, je te prends rendez-vous en urgence et il s'avère que j'avais je sais plus comment on appelle ça, en gros j'avais une péricardite. En gros j'avais tout l'intérieur de mon cœur qui était mais il y a un trou. Non, en fait, ça se blindait de liquide. Et du coup, mon cœur, il pouvait plus battre normalement et ça me faisait très mal. Donc c'était médicament quand même pendant 3 mois. Ouais, c'est un traitement pendant 3 mois et tout. C'est
ouais, c'est pas fun, quoi. C'est pas un truc que je recommande, même à mes ennemis, pas fun. Et du coup, j'ai eu ça, mais si elle n'avait pas été là et qu'elle m'aurait dit bon là ça aurait été grave, j'aurais pu aller encore plus loin dans la capacité d'endurer ma douleur, tu vois. Parce qu'on m'a appris à faire ça. Donc du coup, c'est un automatisme et je fais ça jusqu'à que mort s'en suive, quoi. C'est nul. Ouais. C'est nul. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est connu que les arrêts cardiaques, les crises cardiaques, sont beaucoup plus fatales chez la femme que chez l'homme parce que on endure plus facilement la douleur et qu'on se dit bon, ça va passer. Et puis que les médecins aussi disent plus facilement, mais ça c'est un autre sujet. Tu vois, minimise beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Alors que l'homme, on connaît, hein, c'est une petite grippe et fin du monde. Fin du monde. Pauvre bichet, un rhume. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est la grande Je ne sais pas. Est-ce qu'on appellerait pas les pompes funèbres? Je pense. C'est au minimum pour prévoir le truc. Au moins un petit mot, un testament pour me caler sur l'avenir. Donc ouais, non, ça a été compliqué. On part à Dubaï comme ça. La situation, elle est vraiment tendax entre ma sœur et moi à ce moment-là. J'ai même pas 14 ans, je crois. Tu vas rentrer dans l'adolescence et surtout maintenant, tu as cette compréhension qu'il y a un truc qui est pas normal et donc la colère commence. Ouais. Ouais. Et donc, elle repart. Donc, on rentre de son travail de Dubaï. Pareil, à Dubaï, elle me laisse quand même 3 jours toute seule à l'hôtel. Évidemment. Logique, hein, parce qu'elle avait une mission à Abu Dhabi. Donc, on va la laisser toute seule dans la chambre, ça paraît évident. Et donc, on rentre de Dubaï. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent puisque je perds à ce moment-là une des seules figures paternelles que moi j'estimais avoir. Pareil, j'ai même pas l'autorisation de pleurer parce qu'elle me fait une crise avant l'enterrement de mon papa de cœur. Donc il y a vraiment tout qui s'enchaîne et puis je fais la rencontre de Tonnerre. Une sacrée période de ma vie. Dis-toi que c'est le seul chapitre que j'ai pas réussi à relire. Ouais, je comprends. Genre je peux pas. C'est trop... Si tu veux, on passe dessus. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tu as fait la rencontre de ton premier amour qui a été extrêmement violent, physiquement aussi. Ouais. De l'ordre de la torture. Ouais. Ce qui semble vraiment, quand on entend ton histoire, on comprend que toi, c'est la seule forme d'amour que tu as connue. Ouais. Donc, c'était presque rassurant, un amour comme celui-ci. Surtout, je me dis au moins... Déjà, l'autorité comme ça en permanence, vouloir me fliquer H24, je connais. Les insultes, je connais. La violence physique, je connais aussi maintenant. C'est ce que je mérite aussi, peut-être. Il y avait ça, et puis il y avait ce truc de peut-être que j'ai pas réussi à sauver ma famille, peut-être que je pourrais le sauver lui. Tu vois. Et puis se mettre toujours derrière, au service des autres. Mais je te jure que quand j'ai relu mon dossier d'ASE, il y avait des trucs que j'avais oubliés. Et je revois une phrase, je te jure qu'elle m'a déchiré le cœur. Je crois que c'était peut-être la 2 ou 3e déposition. Et donc la question c'est donc le bleu que vous avez vient de cette personne. Je réponds oui, mais je veux pas qu'il aille en prison parce que ça me fait de la peine. Putain. Tu vois. Et c'est toujours ce truc-là de genre il me frappait et j'allais le soigner du fait qu'il avait mal à la main de m'avoir frappé. Aujourd'hui, ça me paraît lunaire de dire ça, tu vois. Ça me paraît lunaire. Et pourtant, son ex, elle m'avait contactée, elle m'avait dit, fais attention, tu vas beaucoup souffrir, il va te faire beaucoup de mal, il va te détruire. Et j'ai pas voulu y croire. T'étais enfin aimée, on te donnait enfin de l'amour. En fait, j'existais. En fait, pour une fois, j'étais pas quelque chose qu'on a imposé, j'étais voulue. Pour la première fois de ma vie. On m'avait choisi. Pour la première fois de ma vie, tu vois. Et du coup, je me sentais honorée. Et puis, il avait quand même 6 ans de plus que moi. Donc tu sais, quand t'as 15 ans, 14-15 ans, et que le mec, il a 20 ans, 21 ans. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Tu dis, ah ouais, ça va être le cran, il va me sortir de ma galère et tout. Et ce mec-là, il m'a, je veux pas dire brisé, parce que ça lui donnerait trop grande satisfaction, je pense. Il m'a rendue différente. Il m'a rendue différente, mais je suis très fière de celle que je suis devenue. Et c'est génial parce que t'es fiancée maintenant. Ouais. C'est ça? Avec tout l'opposé. Avec une bague qui a l'air oufissime. Merci. Mais... Merci beaucoup. Bague de rêve. Oui, vraiment. Bague de rêve, vraiment. Et les émeraudes, c'est sublime. Ouais. Il disait alors qu'il là, fallait une diamant bague. et émeraude. Ouais. En fait, il a dit que c'était une bague qui devait me représenter.
Ça très... Bah, pas mal. C'est très mime. C'est vrai que ça va avec tes yeux. C'est gentil. Bah là, je suis avec tout l'opposé. Alors, je suis pas allée chercher l'opposé. Non, mais comme quoi, c'est possible. Mais c'est possible. C'est juste que, tu sais, quand tu grandis dans ce genre de truc toxique, tu n'as pas conscience de qui tu es vraiment déjà en tant que personne. C'est ce que je me dis, ouais. Je te jure. Et que du coup, tu ne sais pas ce que tu as besoin. Moi, tu m'aurais rencontré il y a 4 ans. J'étais à côté de la plaque sur ce que je pensais qu'il me fallait dans ma vie. Je pensais qu'il me fallait justement quelqu'un de plus dur que moi. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Moi, j'étais en mode, il me faut un mec beaucoup plus dur. Je veux pas parler dans les émotions, patati patata. Mon mec, c'est un agneau, hein, je t'explique. Oh, mais c'est bien. Et je suis là, vraiment, j'ai pas un matin dans ma vie, depuis que je suis avec, il n'y a pas un matin sans que je me réveille et que j'ai une déclaration pour me dire à quel point je suis exceptionnelle, à quel point je mérite le meilleur, à quel point je vais tout défoncer tous les jours de ma vie. Oh, tous les jours de ma vie. Ça me fait tellement plaisir pour toi. Jure. C'est exactement ce que tu mérites. Et c'est d'ailleurs gentil. Ce que tout le monde mérite. C'est un amour doux, réconfortant. Patient. Dans la communication, on parle, on se fait confiance, on s'écoute. Là, je vais te donner une petite story time. Donc là, forcément, le livre sort. Je suis convoquée à la police il y a un mois en me disant on aimerait que vous nous rameniez votre livre. Et je dis à la Fnac, enfin je sais pas. Une dédicace. C'est quoi, vous voulez une dédicace pour la police nationale? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'apprends que grâce à mon livre, il y a beaucoup d'autres jeunes filles qui se sont reconnues par mon frère, qui ont été victimes, qui ont eu le courage, en découvrant qu'il avait déjà été condamné, de se rendre compte qu'en fait, elles peuvent aller déposer plainte et qu'elles seront pas prises pour des folles. Donc moi, la police me convoque, je réponds. En fait, ça s'appelle la France, hein, en général. Quand la police t'appelle, t'y vas. Voilà, on sait que quand vous étiez mineur, vous avez été témoin dans une affaire. Qu'en était-il? Donc je raconte ce qui s'est passé. Je sors de mon truc et là, il y a une semaine, sache que alors faut pas que je dise leur place dans ma famille parce que même ça les dérange apparemment, mais des gens de ma famille dont j'ai été très proche il y a encore quelques mois, au visage le plus innocent où tu te dis mais c'est pas possible, ils ont piraté mon iCloud. Oh putain. Ouais, ils ont piraté mon iCloud, ils ont divulgué des conversations privées à mon fiancé, ils m'ont menacé. Tout ça parce que ils veulent protéger leur grand gourou qui est actuellement en prison, encore une fois pour viol. Donc je me dis attends, mais quelle énergie dépensée pour protéger un monstre. T'imagines? Et je me dis tout ça pourquoi? Parce qu'ils vous logent pour un appartement. Pour ça, vous me faites du mal. Tu sais quand tu t'en arrives à dire à la personne mais dis-moi, je t'en supplie, vraiment c'est ça le mot, je t'en supplie, dis-moi un truc qui justifierait le mal que tu me fais. Juste un truc, pas parce que ça sera justifiable, mais parce que moi j'ai besoin de me dire qu'il y a peut-être au moins une raison sur laquelle je peux me reposer pour me dire que je suis en train d'endurer tout ça et qu'il y a rien, que c'est gratuit et que vous préférez défendre un mec qui est récidiviste dans le fait de violer des filles. Putain, c'est lunaire. Vous êtes des femmes et vous acceptez ça? Puis je me dis mais c'est lunaire, mais c'est lunaire et en plus c'est fou de se dire mais c'est vous que vous mettez toute cette énergie à me punir moi. Donc c'est pour te dire que et au final tu vois ça j'en ai parlé avec ma psy et tout et elle m'a dit Natania, tu n'as jamais été autant dans la vérité qu'aujourd'hui. Et ça dérange. T'as compris. Donc au final c'est juste un petit message pour leur dire que franchement vous vous fatiguez. Ouais, c'est clair. Y a rien. Franchement, tant que mon chien est en bonne santé, en fait, tant que les gens que j'aime sont en bonne santé avec ou sans moi, y a rien qui peut m'attendre. J'ai trop traversé de trucs pour aujourd'hui être sensibilisée par quoi que ce soit. Puis toi, là, t'es en train de recréer ta famille. Ouais. Ça, c'est émouvant de se dire que là, c'est une page blanche où tu vas être la maman qui va, si tu veux des enfants, mais j'ai l'impression que t'en veux, tu vas les aimer. Ah oui. Oh là là. Si tu crois que je viens de me faire 10 ans de thérapie pour surtout pas leur mettre mes traumas à moi. C'est clair. Oui, je les aime. Clair. Je les connais pas, que je les aime déjà. Ah non, mais je les aime d'amour. C'est une belle génération quand même. La génération dans laquelle on vit, on est vraiment une génération pivot pour plein de choses. Ouais. Et là, tout le monde est en train de travailler sur soi pour élever des enfants. Alors, ils auront leurs petits traumas quand même, bien sûr. Mais une enfance paisible.
en tout cas, de ne pas remettre ses propres insécurités, ses propres douleurs. Alors, tu sais, il y a les gens, ils pensent que, par exemple, un schéma classique, on va dire, nos parents, ils ont été battus et du coup, ils disent que comme ils n'ont pas battu leurs enfants, alors c'est OK. Mais non, parce qu'il y a plein d'autres formes de violence. Il n'y a pas que la violence psychologique. De vouloir surprotéger un enfant, c'est pas bon. Tu vois, moi, j'ai eu ce truc en me disant, je pense que je vais avoir tendance à vouloir protéger mes enfants. Ou trop gâter. Ou trop gâter parce que j'ai beaucoup manqué. Et du coup, je travaille justement là-dessus avec ma psy, avec ma coach, etc. Justement sur le fait de apprendre à lâcher prise. C'est compliqué. C'est le plus dur. C'est très compliqué. Mais en vrai, plus je me rends compte à quel point ces épreuves-là m'ont aussi forgé. Alors évidemment, je ne veux surtout pas que mes enfants vivent le quart ou le millième de ce que j'ai vécu. Donc je les préserverai au mieux que je puisse faire. Mais il sera aussi important parfois de les laisser tomber. Parce que sinon, ils pourront pas avancer, en fait. Et c'est un truc que tu constates. Moi, personnellement, je m'entends pas trop avec les gens, ce que j'appelle les gens lisses, les gens qui ont jamais rien vécu, etc. On passe une bonne soirée, tu vois, c'est très cool, mais je vais jamais reparler avec toi. Moi aussi, j'ai pas de tolérance. C'est pas bien. En fait, on devrait être ayatollah de la mais en vrai, j'ai pas de tolérance. Mais je comprends, mais c'est compréhensible en vrai, tu vois. Tu peux pas demander à deux opposés de matcher. Ça fera une éclipse le temps d'un moment. Mais la lune et le soleil sont très distincts. Tu vois, c'est quelque chose que je me suis tatoué ici. T'as vraiment l'équilibre entre le soleil et la lune. On a tous une part d'ombre et de joie et solaire en nous, tu vois. Ouais. Tout est question d'équilibre. Et imagine que les gens qui ont jamais rien vécu, mais t'imagines la moindre petite épreuve, comment ça va être énorme pour eux. Moi, je me dis, mes enfants, voilà, je préfère ne pas leur cacher la dureté de la réalité. Voilà le monde dans lequel on vit, voilà comment les gens sont, je te le dis. Mets ça dans un coin de ta tête, mais fais ton expérience, vis ton truc. Si demain tu me présentes une copine que je te dis je l'aime pas, je la sens pas, mais que tu me dis moi c'est ma copine, mais jamais je vais te dire tu ne la vois pas à la maison ou non, voilà, fais ton expérience et quand ça ira pas, je serai là. Ouais, c'est là où je me dis que tu seras donc effectivement une très bonne maman. C'est parce gentil. Que tu vois l'exemple de ma meilleure amie que j'adore, on s'est rencontrés à l'internat, on avait 15 ans. Okay. Donc on est sœurs. Et elle a été élevée par une maman qui la surprotégeait et donc elle avait peur de tout et elle a pas pu avoir les expériences qu'elle aurait dû avoir aussi pour se protéger d'autres, de la suite, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est nécessaire comme d'expérimenter. La surprotection, c'est pas forcément bien aimé du tout. Au contraire, je pense que c'est vraiment trouver un équilibre, mais c'est compliqué. Mais je pense que c'est pour ça que derrière il y a un dicton qui m'a fait beaucoup rire, mais qui est très vrai. Quand on dit aujourd'hui on paye des thérapies parce que nos parents n'ont pas su le faire. Enfin, ouais, pareil, t-shirt. Tu vois, mais c'est t-shirt direct, tu vois, parce que c'est tellement vrai. Genre. Ouais. Et donc là, je suis en train de me dire c'est très cool, mais du coup, il faudrait peut-être envoyer la facture au daron. Ouais, c'est clair. En fait. Au daron, aux ex aussi, si je peux me permettre. Oui, je suis d'accord. Je pense que il y a matière. Oui, il y a matière, grave. Mais après, je pense que c'est des gros rats, donc je pense qu'ils m'ont jamais payé, mais non, moi non plus. Ouais, malheureusement. Et pourtant, j'ai suggéré. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils sont pas là, okay. Mais non. Ça fait beaucoup de bien d'entendre aujourd'hui que tu es dans une relation apaisée, tendre, saine et que surtout tu as su identifier quelqu'un qui puisse t'apporter ça parce que moi je suis célibataire en ce moment et c'est un peu le grand questionnement de j'espère que je travaille pour, mais putain, ça me fout la trouille, tu vois, Mais tu sais que moi, de base, c'est quelqu'un, je me disais, non, je veux pas être avec lui, c'est mort, tu vois. Et en fait, j'ai arrêté de réfléchir et je me suis un peu plus laissée aller. Et en fait, c'est devenu, de base, c'était je l'ai friendzoné parce que lui voulait pas être mon meilleur ami. Mais c'est mon meilleur ami et après, je suis sortie avec. Ah, mais c'est génial. Donc, c'est ton pote maintenant aussi. Ça, c'est le rêve. Ouais. Et donc, c'est soirée pyjama tous les soirs. Après, moi, c'est ce que j'ai préconisé même à ma petite sœur, tu vois. Je lui ai dit, moi, personnellement, je trouve que les relations qui fonctionnent le mieux sont celles qui passent quand même par la case amie. Ouais. Parce qu'à un moment donné, l'amour passionnel, les bisous, t'es beau, c'est très sympa. Moi, et après, des barres. Tu vois, c'est bon, ça y est, quoi, ça va me donner la nausée, faut vite qu'on passe à autre chose. Et c'est là où la relation amicale, c'est trop bien. Parce que du coup, ça vient. Grave. Compenser un peu tout ça, tu vois. J'avais vu un TikTok d'un couple qui ils étaient dans leur lit en train de se taper des barres en disant, mais en fait, on réalise que le mariage, c'est vraiment des soirées pyjama tous les soirs. Et je me suis dit, cool.
Ah, mais C'est ça qu'on ça veut. mon mood board, Bah tu ouais, vois. c'est ça qu'on Ouais. veut. Mais c'est pour ça Ouais. que il y a beaucoup de gens qui se disent on cherche l'amour, mais ne cherchez pas l'amour, cherchez un pote. Cherchez un pote qui se transformera peut-être en amour. Peut-être que dans ce Friendzone sens-là, ça d'abord. marchera. Non, mais c'est vrai, au lieu de se conditionner à forcément avoir le coup de foudre comme dans les films, etc. Peut-être que le coup de foudre, il viendra après, tu vois. Ouais, comme quoi c'est possible. Toi, tu l'as pas eu sur le coup. Non. Ça a dû te perturber de sentir que l'amitié se transformait, non? Bah lui, il était refait, hein, il était très content. Tu m'étonnes. Lui, il était archi content. C'est juste moi, j'étais en mode putain, est-ce que je suis sûre de mon truc? Parce que du Ouais. coup, là, du coup, par contre, je Ouais. perds un vrai pote, quoi. Et mais tu vois, on a vécu énormément d'épreuves en très peu de temps ensemble. Et ça nous rend extrêmement forts dans notre truc, tu vois. Là, aujourd'hui, il aurait pu se laisser atteindre par les tentatives de ma famille. Je dis, mais en fait, peu importe ce que tu fais, t'es mon ami avant tout, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fort. C'est de trouver ce truc-là de on est amis quoi qu'il arrive. Genre, c'est une connexion d'âme plus qu'un coup de cœur physique, tu vois. Et je pense que c'est Maintenant, important. c'est un vrai soutien. Ouais. Grave, j'ai beaucoup de chance. Et t'arrives à lâcher prise là-dessus, d'accepter aussi L'aide? Ouais. Ouais, maintenant, oui. Maintenant, oui. Après, il y a des moments où c'est... Après, il y a des moments où je fais quand même des petits pas en arrière. Hein. Je suis pas tout le temps... C'est normal. Je suis pas tout le temps dans la progression et tout. Il y a des moments où un truc tout bête, mais là, j'ai perdu... donc, pas mon père biologique, mais l'autre, qui est dans mon livre, qui est mort il y a pas très longtemps. Donc, ça a été émotionnellement un peu compliqué, sachant qu'en plus, Tu remets plein de choses. Je remets beaucoup de choses. Et puis, j'ai pas eu l'occasion aussi de lui dire que j'ai retrouvé mon père. Donc, il y a eu beaucoup de choses, et puis la circonstance, et bon, bref. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était pas facile. Et à ce moment-là, mon chéri, il vivait aussi un truc pas facile. Et je sais pas trop pourquoi, j'ai fait la natte de avant et je me suis un peu renfermée. Et en fait, je lui ai dit que 2 jours plus tard. Donc, il m'a dit, mais Nat, tu peux pas dormir avec moi le soir en sachant que t'es en deuil et ne rien dire. Et je dis, bah oui, je sais, mais et tu vois, c'est lunaire. Genre, demain, ça te viendrait pas l'idée de dire à ton futur mari, en fait, 2 jours plus tard, en fait, mon père est mort, tu vois. C'est lunaire, mais en fait, dans tout ce que t'as vécu. Ouais. Tu comprends c'est ce que t'as toujours fait. Ouais. Mais c'est fou. Et donc là, je suis un peu repartie dans mon travers. Et pareil, là, j'essaie d'endosser un peu pas mal d'épreuves. Et en fait, quand je sens que c'est trop lourd, j'appelle ma thérapeute et je lui dis là, c'est trop lourd, j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est un truc que je n'aurais pas été capable de faire il y a 2-3 ans, tu vois. Parce que je partais du principe mais comment un thérapeute va pouvoir m'aider sur un truc qu'il a même pas vécu, Ben parce qu'il a le recul en fait déjà de 1 parce que c'est son métier et parce que à un moment donné toi tu te fais bouffer par les émotions et t'as besoin de raison. T'as pas besoin d'émotions supplémentaires, t'as besoin d'une voix, t'as besoin de raison, t'as besoin de recul et c'est là où tout le professionnel de santé vient de t'accorder, tu vois. Tellement. Et ça fait un angle énormément différent. bien. Ouais. Moi, je trouve que voir une psy, c'est même génial quand on va bien, tu sais, parce qu'on a tous des rythmes de vie qui sont intenses. Et puis même l'ère des réseaux sociaux, tu vois, la il y a comparaison. Exactement, beaucoup de pression dans tous les sens. Ouais. On est dans une société qui va vite, qui est over en train de nous stimuler en permanence. Tout le temps. Juste avoir quelqu'un qui, comme tu le dis, c'est même pas en parler à quelqu'un, parce qu'en plus, nous, en tant que nana, on a quand même des copines, c'est un truc qui est assez fluide de discuter. Mais d'avoir juste quelqu'un d'extérieur à ta vie. Exactement. Qui est juste là pour avoir le recul que toi ou tes proches n'ont pas sur tes progrès, sur ton évolution, sur le fait que là t'ailles bien, de vraiment kiffer le moment où tu vas bien. Tu vois, même moi de m'instaurer ce truc-là que après chaque interview, etc., pour la promo du livre ou pour parler un peu du passé, etc., tu t'accordes un café obligatoire, une terrasse obligatoire, un truc qui te fait kiffer à toi. Et ben, du coup, j'appréhende beaucoup moins les moments stressants. Et donc, c'est un truc que je conseille vraiment aux gens si vous savez que vous avez un truc stressant, accordez-vous obligatoirement un moment bénéfique que pour vous. Parce que, en fait, le fait d'avoir un truc stressant, une récompense, je trouve que ça permet au cerveau de mieux gérer l'information du stress et moins d'être dans le « oh là là, je vais être triste, etc. » Non, je suis juste dans le truc c'est un événement à l'instant T, mais ça va pas définir ma journée. Tu vois? Mon souci, c'est que moi, à chaque fois, c'est une pâtisserie, ma récompense. Donc, peut-être que je modifie, mais... Non, tu devrais kiffer ton moment. Je te jure. C'est quoi ta pâtisserie préférée? Moi, je mange sans gluten, donc j'ai chez Copain. Tu connais? Ok, oui, je vois. Bah, je connais toute la carte maintenant. Tu les as tous Je peux te conseiller. Le cookie rouge. Il est miam.
Ok. Il est magnifique. Merci beaucoup pour ce petit conseil, je le testerai. J'ai envie de te laisser avoir le mot de la fin. Peut-être pour les enfants qui ont vécu comme toi, les anciens enfants qui nous écoutent, qui ont vécu comme toi une enfance extrêmement dure et qui ont besoin de juste d'un peu d'espoir, quoi. Tu vois. Pas de leur dire que rien n'est insurmontable, que je sais qu'il y a beaucoup de mots de beaucoup de gens au final. Beaucoup de gens balancent à tous les sens des trucs un peu réconfortants. Où on se dit ouais bah c'est facile à ta place. Je le sais parce que j'y étais et c'est simple, hein, il suffit d'aller dans mon memories Snap. Il y a encore 7 ans, je comptais des pièces de 1 euro pour aller manger une pizza. Donc c'est possible. Et t'as pas besoin d'argent pour réaliser tes rêves, t'as pas besoin d'avoir 1001 personnes pour être heureuse. Ce que t'as besoin, c'est d'être focus sur toi, sur tes envies. Si tu sens qu'il y a une situation qui est malsaine, qui te fait mal au ventre, que t'es pas bien, c'est que c'est pas une situation dans laquelle tu dois rester. Il y a un moment donné où tu dois t'écouter parce que c'est ta vie à toi. Et je trouve qu'on n'a pas assez en fait on comprend le concept de un jour on va mourir et tout, mais on n'a pas conscientisé en fait que c'est réel et qu'un jour bah t'as plus de chance. C'est pas là on remet tout à demain, bon vas-y demain j'arrête de fumer. Allez vas-y demain je me lance. Demain j'écris à Surtout dans la vingtaine, ça, ouais, on est immortel en fait quand c'est on ça. a 20 ans. Ouais. Et en fait on oublie que non, le temps passe très vite. Et chaque jour est une bénédiction. Donc, si vous avez réussi déjà à surmonter l'insurmontable, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Mais foncez, genre allez tout arracher, prenez ce qu'on vous a pas pris. Si personne vous donne une chance, bah allez la prendre. Point. Il faut rien attendre de personne, juste de soi. Et se comparer à personne qu'à soi-même. Amen. J'adore cette fin d'épisode. C'était passionnant. T'es vraiment brillante. C'est très gentil. Je trouve qu'on le dit pas assez, mais t'as une pensée qui est extrêmement claire, très précise. Ça sent que t'es quelqu'un de très intelligent et très ouais. Bref. C'est très gentil. Je sais pas comment formuler ma pensée. Je pense que mes médocs. Et je Parce qu'on l'a pas précisé, non. Mais j'ai des médocs. Je suis sous médoc en ce moment qui me font des vertiges et qui me font être un peu coucou. Alors un peu à l'ouest, mais tout va bien. Mais en tout cas, voilà, merci à toi pour t'es vraiment une personne extrêmement bienveillante. Oh bah merci. Non, vraiment, je t'ai trouvée très très douce. Beaucoup dans le consentement, savoir si tout allait et tout. Je trouve que c'est archi important. Mais c'est très rare parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, pour avoir plus de vues ou plus de trucs et tout, ils se permettent un peu tout et rien. Et je voulais te remercier parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Ouais, trop vraiment, bien, j'ai passé un très très bon moment. Et j'ai adoré ta petite chaîne qui est très mignonne quand elle dort en plus. Bah tu vas repartir avec elle, hein. Oui, je pense aussi. Merci Nathania. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.